On a été très secoués par cette histoire de ce professeur Samuel Paty qui a été assassiné. Je ne parle pas de décapité sans arrêt, mais si vraiment il a été assassiné, ça a beaucoup choqué la population en France parce que c'est un meurtre horrible. Et au nom de la défense du Dieu un qui aurait été, ou du prophète qui aurait été attaqué, mis à mal par des caricatures qu'avait montré ce professeur. Alors Léa, est-ce que tu veux un peu nous dire un peu comment tu vois les choses ici de la France? Et on demandera après à nos amis de réagir par rapport à leur contexte à eux. J'étudie, 1 jour par semaine à Vaux-sur-Seine, qui se trouve Mmh dans les Yvelines, qui est juste à mh. côté de Conflans-Sainte-Honorine et je passe, du coup, 2 fois par jour, ce jour-là, dans la gare de Conflans-Sainte-Honorine. Donc en plus, pour moi, ça a résonné, avec, le côté habituel de finalement, c'est pas juste un lieu où s'est passé un fait divers, mais c'est un endroit, où par lequel je passe. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir sur, c'est quoi cette rentrée, en septembre 2020, dans laquelle on s'est engouffré avec évidemment, les masques, la covid, tout ce qui se passe d'un point de vue sanitaire, mais aussi toute cette réflexion sur la liberté d'expression. Parce que à partir du 2 septembre, il y a eu, les procès Charlie Hebdo qui ont commencé, Mmh. qui vont durer jusqu'au 10 novembre. Et c'est dans ce contexte-là de, revenir sur, ces, attentats, douloureux, qui ont, vraiment questionné sur qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut ne pas dire, qu'est-ce qu'on ne devrait pas dire. C'est dans ce contexte-là qu'il y a eu une autre attaque, terroriste près des locaux de Charlie Hebdo, le 25 septembre 2020. Une semaine plus tard, Emmanuel Macron fait, dans les Yvelines, à, Les Mureaux, qui est, à une demi heure de Conflans-Sainte-Honorine, une, allocution, une présentation du projet de loi sur le séparatisme religieux, Mmh. où il fait référence aux événements de vendredi dernier, c'est-à-dire au moment où il fait l'annonce à cet attentat du 25 septembre 2020 près de Charlie Hebdo, et où il dit, de façon presque prophétique, exactement ce qui va se passer, 2 semaines plus tard. Le fait qu'à cause, de caricatures, du prophète Mohammed, du prophète de l'islam, qui ont été montrées dans le cadre d'un cours, la liberté d'expression de ce prof a été mal perçue par, des groupes, islamistes, des groupes religieux, et donc il a payé de sa vie, parce que ces personnes ont été choquées. C'est comme si depuis début septembre, on revit l'histoire et on est toujours dans ces mêmes réflexions sur la liberté d'expression, mais aussi la radicalisation religieuse, et comment est-ce qu'on la gère, cette radicalisation? Comment est-ce qu'on la prévient? Est-ce que c'est même possible de la prévenir? Et ça pose, je pense, tout un tas de questions qui sont gérées dans une émotion tellement forte qu'on ne sait même pas si nos analyses, elles peuvent être vraiment Mmh. sensées, et si on peut vraiment s'y fier tout de suite. Est-ce qu'on peut faire un tour, peut-être pas trop loin, l'Allemagne et la Belgique? Parce qu'en France, quand même, on est dans un régime très particulier avec cette idée de la laïcité, qui est une valeur absolue, qui existe pratiquement qu'en France, même si la réalité de la séparation des églises ou des religions avec l'État, elle est partout, réelle. Mais en France, on a cette espèce de particularisme autour de cette notion de laïcité. Comment vous appréhendez ça? D'abord, peut-être, en Belgique ou en Allemagne, là où tu es Oui, maintenant? oui, je pense que c'est bien formulé en fait comme question, puisque Léa a parlé de l'émotion qui a Mmh. surplombé la population française. Et évidemment, c'est un meurtre, un assassinat atroce. Mais il y a une dimension particulière, puisque les faits de terrorisme, et il y a plusieurs dizaines de faits de terrorisme qui ont été déjoués au cours des dernières années Mmh mh. en France, mais les faits de terrorisme qui non seulement ne sont pas déjoués, mais en plus marquent le plus, semblent tourner autour de la question de la liberté d'expression et autour de la question de la place de la religion dans l'espace public. Mais c'est surtout Et en je France, pense c'est que majoritairement en France qu'ont lieu ces attentats. oui, c'est ça. Donc, Ouais. je parle là des attentats qui ont lieu, qui ont lieu en France. Et là, ça dit quelque chose de la particularité de la France, je pense. Mmh mh.
Vous parliez de la nature de la laïcité, et effectivement, le principe de séparation des églises et de l'État, ou de la neutralité de l'État en matière religieuse, elle est acquise dans pratiquement toutes les démocraties occidentales. Mais le modèle belge, le modèle allemand, le modèle néerlandais, le modèle britannique sont tous différents les uns des autres, mais grosso modo, l'État se désengage du fait de prendre des décisions et de réguler le fait religieux, et en même temps, il assure la liberté religieuse. C'est ça le principe de laïcité. Et d'ailleurs, c'est comme ça que le président en France le définit. Il y a deux aspects, l'aspect vraiment juridique de droits fondamentaux, de liberté de religion, de conviction, la liberté de croire, de ne pas croire, la liberté de changer de religion, etc. Et puis de l'autre côté, la neutralité de l'État, c'est-à-dire que l'État ne va pas s'engager dans la régulation du fait religieux. Mais je pense qu'il y a une dimension supplémentaire que même le président ne mentionne pas, c'est sans doute pas parce qu'il n'en est pas conscient, mais parce que c'est tellement présent en France qu'on ne le voit plus. Et ça, je pense, c'est la dimension presque mythologique, mythique de la laïcité, qui est le fruit de l'histoire du pays, du combat entre le mouvement laïque et le mouvement catholique au XIXe siècle, la Troisième République, de la résolution de ce combat par la loi de 1905, et aussi le fait, et là on rejoint le fait d'actualité le plus récent, le fait que l'éducation est un des joyaux de la couronne républicaine, en fait, en France. On parle d'éducation nationale. Je sais que le président a hésité à proposer que Samuel Paty soit enterré au Panthéon, et une cérémonie au Panthéon, ce qui est quand même, ça signifie la grandeur et la signification de cette chose. Ça, c'est étrange pour beaucoup de pays. En dehors de la France. C'est-à-dire l'illustre gloire qu'on accorde à l'éducation. Tu dis qu'éducation nationale, par exemple, ça, c'est une spécificité française, pratiquement. Oui, et je pense toute la logique qui est derrière, qui est que la nation, quelque part, adopte ses enfants et les éduque, un petit peu remplace le rôle qui était traditionnellement celui des familles, la communauté locale et des communautés religieuses, et essaye d'émanciper chacun des enfants de la République. C'est une idéologie, il faut le dire, qui participe de ce que des sociologues ont appelé la religion civile française, et qui est très ancrée en France. Alors, chaque pays négocie comme il le peut, il n'y a pas de jugement moral là-dessus, mais c'est une observation qu'on peut faire. C'est vraiment une particularité française, et c'est pour ça qu'un attentat dans une école ou qui concerne une école, ou la radicalisation des lycéens, par exemple, comme on a pu en parler ces dernières années, touche tellement plus en France que ça ne le fera dans d'autres pays. Ok. Mais est-ce que tu fais un lien entre cette spécificité française et les attaques islamiques? Est-ce que tu penses qu'il y a un lien ou pas du tout? Je pense que oui. Je pense que comme là, il s'agit de la façon dont la société accueille ou non une population religieuse et le fait religieux, et les difficultés qu'on a, alors là, dans toutes les sociétés occidentales, de gérer ces nouveaux phénomènes de la modernité, le brassage des populations, le brassage des croyances. En France, étant donné que la culture a évincé la religion du dialogue et de la discussion publique, il y a une nouvelle donne là, qui se présente, c'est-à-dire il y a des individus qui ont une confession qui n'était pas historiquement présente en France, qui se présente sous un visage différent. Comment est-ce qu'on gère ça? Et comment est-ce qu'on gère ça quand on a perdu les outils pour parler de religion en public? Ça, c'est vraiment une difficulté qu'il y a en France. Très bien, c'est OK. Alors, au Canada, il y avait un terme qui me plaisait beaucoup au Canada, c'est le thème des accommodements raisonnables. Je trouve ça très bien. Vraiment, c'est une belle idée. Mais comment vous auriez vécu un truc comme ça? Comment vous réagissez de loin et comment vous appréhendez cette question des minorités religieuses, de leur expression dans la cité? Ça, c'est une très grosse question. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Puis il faut contextualiser aussi pour nos auditeurs qui sont généralement européens. C'est vraiment ironique ce qui se passe
parce que, bon, pour nous, l'actualité française, même s'il y a quand même une connexion certaine, on est peut-être plus branché sur l'actualité américaine que l'actualité française. Mais ça, c'est le genre de nouvelles qui se rend chez nous. Il se passe plein, comme les Gilets jaunes, on en a à peine entendu parler. Ça se rend chez nous. Mais à peu près 2 jours plus tard, il s'est passé quelque chose de diamétralement opposé. Il y a une prof d'université qui a été suspendue pour avoir utilisé le mot « nigger » dans un cours d'art où elle comparait la réappropriation de termes comme queer, de termes péjoratifs par des communautés discriminées, comme un terme qui est positif ou en tout cas un terme qui est utilisé de manière ironique. Puis, donc vraiment un usage académique du terme dans un contexte universitaire à l'intérieur d'une salle de cours, mais ça a choqué certains étudiants qui disent qu'un Blanc ne peut pas utiliser ce terme-là. Et donc, l'administration universitaire a suspendu la professeure, a permis aux plaignants de finir la session avec un autre professeur parce que c'était trop choquant pour eux de continuer avec cette personne-là qui s'est excusée. Et là, ça a lancé donc toute une controverse où certains collègues de cette professeure-là ont signé une pétition pour la soutenir, mais à l'université où elle enseigne, c'est l'Université d'Ottawa, c'est une université bilingue. Donc, on s'est rendu compte que à peu près tous les professeurs qui la soutiennent sont francophones. Et là, il y a eu comme un genre de réaction des collègues anglophones qui disent « Bon, vous voyez, encore une fois, c'est étrange, mais c'est les francophones qui sont racistes, qui tolèrent des comportements racistes, qui sont insensibles. » Et au même moment où ce que de votre côté de l'Atlantique, on réitère le droit d'offenser, on réitère le droit d'offenser les religions, on réitère le caractère sacré de l'éducation nationale, puis le besoin que cette éducation-là soit que ceux qui enseignent soient protégés, soient capables de dire qu'est-ce qu'ils pensent, soient capables de s'exprimer, que leur liberté d'expression soit vraiment gardée. Alors qu'ici, de plus en plus, ce qu'on ressent, c'est que le monde dans le domaine de l'éducation, puis de ce que j'entends de gens que je connais dans le domaine de l'éducation, on devient de plus en plus prudent par rapport aux textes qu'on enseigne, par rapport aux choses qu'on dit, parce qu'on ne sait jamais si telle chose que Hegel a écrite ou Voltaire a écrite pourrait choquer une partie des étudiants, puis l'administration, ils ne veulent pas faire de vagues, donc c'est tout le temps le prof qui va être puni puis laissé de côté. Puis, et c'est là qu'on voit, il y a vraiment c'est ironique parce qu'on voit qu'il y a une tradition française ou une manière francophone de faire face à la diversité, de faire face à ces questions de liberté d'expression, puis une manière anglophone. Puis ce qui est ironique ici, c'est qu'on est en train de dire, votre façon, vous, anglophones, de traiter les questions de liberté d'expression, où ce qu'on va prioriser le confort de l'étudiant ou sa sécurité psychologique par rapport à la liberté d'expression, c'est anglais. C'est pas universel. C'est vraiment, ça fait partie de votre tradition. Puis en imposant ça sur nous, c'est vous qui êtes les colonialistes racistes discriminatoires. Puis vous parliez d'accommodement raisonnable, parce que ça, c'est comme... C'était canadien, ça. C'était très canadien, mais c'était l'approche légale pour parler de la question de religion. Puis on disait, bon, OK, en fait, la question d'accommodement raisonnable, au début, c'était d'abord pour les questions de droit de la personne, mais on pensait d'abord aux handicapés, aux personnes qui avaient un handicap. Donc, dire que si, je ne sais pas, tu es en fauteuil roulant, ton employeur doit faire des accommodements raisonnables qui te permettent de continuer à travailler dans la mesure où ça ne nuit pas à ta sécurité ou à la sécurité des autres. Le débat, c'était avec les Sikhs, non? Après ça, c'est les Sikhs. Après ça, ça a été le kirpan. En fait, c'était le kirpan qui est un genre de couteau traditionnel ou rituel que chaque Sikh garde sur lui, puis de dire, attends, est-ce qu'on peut laisser, au nom de la religion, quelqu'un amener une arme blanche à l'école? Et j'ai connu l'avocat qui avait défendu ce jeune-là, puis il y avait vraiment cette idée-là de principe d'accommodement raisonnable. On a eu un nouveau gouvernement de la Coalition Avenir Québec qui est... En tout cas, c'est quand même nouveau pour nous parce que depuis les années 70, il y avait une alternance entre le Parti indépendantiste, le Parti québécois, puis le Parti libéral, qui est un parti traditionnel, pour un parti nationaliste qui a mis en place ce qu'on appelle la loi 21 ou la loi sur la laïcité. Et ça crée un tollé au Canada aussi, où on disait que les employés de l'État ne peuvent plus porter de signes religieux ostentatoires.
et les employés de l'État en position d'autorité. Et on disait donc les juges, les policiers, les gardiens de prison et les enseignants. Et ça aussi, ça faisait... C'était la confrontation d'une culture française ou francophone, de ce qui reste de français chez nous, en disant l'enseignant doit être perçu comme une figure d'autorité, tandis que dans le modèle anglo-saxon, il n'est pas vu comme une culture, une figure d'autorité. Donc, moi, j'aurais une petite question pour vous d'ignorant, parce que ce qui est vraiment intéressant chez nous, c'est que c'est quand on parle de protestantisme, la question de protestantisme ou de comment les protestants abordent ces questions politiques-là, souvent c'est synonyme avec protestants anglo-saxons. Puis cette tradition-là, depuis le 17e siècle, où il y a comme une pluralité de groupes minoritaires religieux, puis l'accommodement des musulmans aujourd'hui ou des sikhs, c'est en continuité avec l'accommodement des puritains, des baptistes, des méthodistes, tandis qu'en France, vous avez vraiment une tradition protestante, mais à l'intérieur d'un autre système politique. Donc, est-ce que les protestants européens, les protestants français voient les choses différemment du reste de la population française par rapport à ces questions-là à Conflans, ou est-ce que c'est pareil? Je sais que je vole un peu votre place, Jean-Luc, mais j'aimerais vraiment... Moi, je suis vraiment curieux pour ça. Oui, c'est difficile, mais en 2 mots, en tout cas, ce que disait tout à l'heure Christelle est vraiment juste. C'est-à-dire que la laïcité française, elle s'est bâtie contre l'Église catholique. C'est-à-dire que le combat, c'était les combats des 2 France. Et c'est évident que dans ce combat des 2 France, les protestants étaient du côté des laïcs. Stratégiquement, les protestants ont adopté la laïcité parce que ça leur permettait d'exister face à l'Église catholique. Donc, il y a eu un moment, il y a eu sous la Troisième République, même avant, au XIXe siècle, il y a eu un pouvoir, quand il y avait plusieurs noms autour de Jules Ferry, il y avait des tas de protestants. Et même des théologiens, des anciens pasteurs qui étaient très engagés, qui étaient militants pour séparer l'Église de l'État, parce qu'il y avait là un enjeu d'existence pour les protestants. Donc, stratégiquement, politiquement, les protestants ont toujours été du côté laïque. Donc, parce qu'ils étaient anti-catholiques, en gros, basiquement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même un peu gêné aux entournures par rapport à ce débat, parce que l'islam est une minorité en France. Et hier, j'avais un débat, vous pouvez regarder le débat que j'ai eu avec Olivier Abel, qui est un philosophe, qui est prof de théologie à Paris, et avec un islamologue. Et on se disait quand même qu'il y a un problème par rapport à cette minorité musulmane en France, qui, à travers tout ce qu'on dit maintenant en réaction, se sent vraiment humiliée. Il y a une humiliation des musulmans sur laquelle on n'arrête pas d'insister. En France, quand on publie, il y a des régions qui publient des caricatures sur l'hôtel de région, dans les mairies, on publie des caricatures sur 10 mètres de haut. Je veux dire, quel sens ça peut avoir par rapport aux gens qui se réclament de l'islam aujourd'hui en France? Comment on peut se mettre si on se met dans leur peau, on ne peut qu'être, je veux dire, écrasé, humilié, voilà, se sentir rejeté. Donc, il y a une sensibilité dans le monde protestant, enfin, pourquoi par rapport à la mienne, qui dit qu'il y a un truc qui ne va pas dans cette histoire-là. Il y a une manière de réagir, de rajouter sur ce thème des caricatures, comme si la seule manière de prendre une distance, d'avoir un rapport rationnel aux religions, c'était de passer par ces caricatures. Il y a une autre manière d'aider nos amis musulmans à avoir un rapport plus distancié par rapport à la tradition, à avoir un rapport plus historico-critique sur leur tradition originelle. Il y a quelque chose qui, pour nous, moi en tout cas, me choque un peu dans les réactions. On ne peut rien dire sur le fond. Cette histoire est épouvantable. Mais il y a quelque chose qui est un peu, voilà, qui me paraît en tant que minorité dans ce pays. Mais moi, je ne suis pas très communautariste. Les protestants ne sont pas communautaristes. Les protestants français, nous, on veut être assimilés totalement. On ne veut pas qu'on nous voit. On ne veut pas qu'on nous repère, on est vraiment des républicains pur sucre. Ce que je voulais vous proposer comme réflexion, parce que nous sommes quand même des chrétiens engagés dans la foi, c'est comment vous réagissez-vous à ces histoires de blasphème, d'images, de caricatures? Est-ce qu'il n'y a pas des limites à ça quand même? Est-ce que vous-même, quand vous avez vu des caricatures du Christ ou de, je sais pas, de Dieu, Dieu peut-être c'est pas si facile. Donc Dieu, on ne sait pas trop quelle image on peut en donner. Mais du Christ, est-ce que quelque part ça ne choque pas d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'on peut dire que nous on est indifférent à ça, ou est-ce que quelque part il y a un rapport qui est quand même un peu plus compliqué par rapport à une caricature, une manière de se moquer de la foi? Comment vous réagiriez à ça, vous? On refait le tour, Christelle, vas-y.
Oui, je Ouais, peux peut-être commencer en mettant peut-être les pieds dans le plat. vas-y, vas-y. J'ai une grande tolérance, et je pense que le mot est choisi dans ce cas-ci, vis-à-vis de la liberté d'autres personnes à caricaturer, à, à ridiculiser même. Tout à fait. Je trouve ça désagréable, même si voilà, j'ai quand même une certaine distance vis-à-vis des caricatures. Alors, quand je vois une caricature de Jésus qui pour moi est quelqu'un que je considère, évidemment, j'apprécie pas, mais en fait, j'essaie de comprendre ce que la personne essaye de dire. Ouais. Et je me souviens de vieilles caricatures que j'avais rédigé un article il y a une quinzaine d'années c'était justement sur les caricatures de Mahomet dans la presse danoise, hein, là où tout a commencé. Euh, j'ai retrouvé des vieilles caricatures qui mettaient en scène Jésus et le diable, et un dialogue entre Jésus et le diable. Et c'est intéressant parce que le caricaturiste, par son message, alors à première vue, je n'ai pas trouvé ça agréable hein, de faire côtoyer Jésus et le diable dans un dessin satirique. C'était un dessin, en fait, qui visait, dans ce dialogue entre Jésus et le diable, qui visait à faire comprendre que l'institution religieuse, parfois, avait une attitude qui ressemblait plus aux intérêts du diable qu'à ceux de Jésus. Et c'est là où je me suis dit, bah, tiens, la caricature, parfois, elle amène à se poser des questions qui Oui, sont elle bonnes. pose des questions. Oui, c'est vrai. Qui sont bonnes. Et donc, je préfère avoir une attitude d'ouverture, même si je peux trouver ça désagréable. En même temps, c'est ça qui est recherché, hein, choquer, atteindre notre raison via nos sentiments. Donc, j'ai une attitude de tolérance. Cela dit, la tolérance est important, c'est un principe qui est fondamental, mais moi je pense à un principe qui est particulièrement important en tant que chrétien, c'est celui du respect, qui je pense la traduction civique de l'amour pour le prochain. Et le respect, au sens littéral du terme, c'est avoir du regard pour l'autre. Hein. La racine latine, c'est observer, avoir du regard pour l'autre. Et se demander mais véritablement comment est-ce que l'autre va sentir. Est-ce qu'en fait, je fais plus de mal que de bien par ma façon de m'exprimer ou ma façon de dessiner, ma façon de communiquer. Donc, c'est important d'avoir un raisonnement éthique, de se dire, mais dans ce cas-ci, est-ce que c'est juste pour moi d'utiliser ce mode de communication? Et exactement comme vous venez de le dire, j'ai d'énormes doutes qu'afficher une immense caricature sur un bâtiment public fasse plus de bien que de mal. Je ne pense pas, en fait. Et je pense que dans certains cas, il faut se retenir, alors que dans certains cas, oui, la satire et le fait de heurter l'autre par son langage, son raisonnement peut être utile. Et en fait, on en a des exemples dans la Bible.